peux y aller quand tu veux. Je commence du coup? Ouais, c'est toi qui filmes aujourd'hui? Non, moi je lance et après je me cache. Bon, très bien. Donc, le cours aujourd'hui, là, c'est sur l'échographie dans le cadre de la réanimation des cardiopathies congénitales. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de cardiologues dans la salle, ou de cardiopédiatres, hein. Auquel cas, ils auraient... tu peux dormir, parce que ça, tu vas tout connaître, je pense. Par contre, pour les autres, ça peut être un petit peu intéressant. Alors, juste un petit rappel, on va utiliser l'échographie dans tous ces modes, le mode 2D et mode TM, mais aussi le mode Doppler. Et donc c'est une échographie qui va être assez globale pour nous aider à appréhender les périodes pré, per et post-opératoires dans le cadre des cardiopathies congénitales. Donc le matériel, il faut évidemment qu'il soit adapté à la taille du patient. Donc on a des sondes adaptées au nouveau-né, aux petits enfants, puis jusqu'à l'adulte qu'on prend en charge dans le cadre des cardiopathies congénitales. L'échographie, elle va être transthoracique, le plus souvent, mais elle peut être également transœsophagienne, notamment en per-opératoire, parfois lorsque le post-opératoire est difficile avec une fenêtre échographique qui n'est pas bonne. Et puis, vous l'avez peut-être déjà fait, des échographies épicardiques pendant l'intervention, lorsque l'ETO n'est pas possible notamment. Donc, juste un petit rappel sur les incidences échographiques qu'on va utiliser en cardiologie pédiatrique et congénitale, alors surtout pour l'enfant. Les incidences qui sont moins utilisées pour l'échographie adulte lambda sont les incidences sous-costales, dont nous, on va se servir énormément. Et puis, il y a les incidences beaucoup plus classiques, parasternales, et les incidences suprasternales. Donc, on va refaire un petit point sur chaque couple qui nous permettent d'effectuer une analyse segmentaire précise de la cardiopathie congénitale qui est traitée. L'incidence sous-costale, c'est vraiment l'incidence clé pour le petit enfant. Donc elle est accessible, alors que vous savez, chez l'adulte, l'image est souvent de mauvaise qualité ou même il n'y en a pas du tout. Elle permet une analyse segmentaire complète, donc, afin de faire un diagnostic le plus précis possible, ce qui est important pour le chirurgien. Et c'est important cette incidence parce que parfois, surtout en post-opératoire, c'est la seule incidence qui est possible de réaliser du fait du pansement de sténotomie et puis des drains qui sortent d'un petit peu partout. Donc c'est une incidence qu'il faut s'astreindre à effectuer tout le temps. Donc il y a des guidelines internationales sur la manière de réaliser une échocardiographie chez l'enfant afin de faire une analyse segmentaire la plus complète possible. Donc vous aurez mon PowerPoint, donc vous aurez la référence et voilà, dans ces guidelines, toutes les incidences sont bien reportées. Alors, en pédiatrie, quelles valeurs on va utiliser? Est-ce qu'il y a des valeurs absolues? Est-ce qu'il faut utiliser des ABAC en fonction de l'âge ou bien en fonction de la surface corporelle, du poids? En fait, ce qu'il y a de plus intéressant vraisemblablement, c'est l'utilisation des Z-scores. Les Z-scores, vous pouvez les retrouver facilement sur Internet ou même il y a des applications mobiles qui vous proposent pour n'importe quelle mesure échographique. Donc ça calcule automatiquement la surface corporelle, de retrouver les Z-scores de toutes les valeurs que vous allez mesurer. Alors si on fait un petit tour des incidences qu'il va falloir réaliser chez l'enfant, donc l'incidence sous-costale qui permet en premier lieu de déterminer le situs. Donc la première des choses à faire, ça va être de déterminer où est l'aorte par rapport au massif vertébral, si elle passe bien à gauche ou bien si elle est à droite, déjà pour savoir quel est le situs viscéral. S'assurer que le foie est bien à droite et pas à gauche, comme on peut voir dans les hétérotaxies. Le situs du cœur, il va être déterminé par l'abouchement de la veine cave inférieure. La veine cave inférieure, par définition, s'abouche, lorsqu'elle existe, toujours dans l'oreillette droite. Donc, cette veine cave inférieure qui est ici, elle s'abouche dans une oreillette qui est située contre le foie. Donc, le foie était à droite, donc une oreillette qui est bien située à droite. Parfois, la veine cave inférieure va s'aboucher dans une oreillette qui est droite, mais située à gauche, en cas de situs inversus. La deuxième étape, je suis désolé, ça coupe. La deuxième étape va être d'analyser, donc on a vu qu'ici c'était une oreillette droite. Alors pour les incidences sous-costales, la nomenclature internationale veut qu'on inverse les images. Donc on se retrouve
en configuration anatomique avec le bas en bas, le haut en haut. Ici, c'est comme si on regardait un cœur de face, donc la gauche ici et la droite ici. Voilà, comme ça, on n'a pas besoin de réfléchir pour les repères. Donc ici, on a vérifié au préalable que la veine cave inférieure se jetait bien dans cette oreillette qui est située à droite. Et là, il y a une oreillette qui est située à gauche. Il y a le septum atrial qui sépare les deux oreillettes. Et donc, on a déterminé sinus solitus. Maintenant, on détermine la septation atriale, savoir s'il existe un shunt ou pas. La troisième étape, ça va être d'établir, ça va être très agaçant, la concordance atrio-ventriculaire. S'assurer que l'oreillette droite est bien en connexion avec le ventricule droit et que l'oreillette gauche est bien en connexion avec le ventricule gauche. Il faut se rappeler qu'il y a un décalage mitro-tricuspidien qui est normal, c'est-à-dire que la valve mitrale est plus haute située que la valve tricuspide. Hein, on le voit ici, valve mitrale ici et valve tricuspide. Donc on a bien une oreillette gauche qui ça bouge dans le ventricule gauche, puisque c'est les valves atrio-ventriculaires qui vont déterminer le ventricule sous-jacent. Ensuite, on a fait la concordance atrio-ventriculaire, on va faire la concordance ventriculo-artérielle. Donc on va s'assurer que le ventricule gauche se jette bien dans une aorte et que le ventricule droit se jette dans l'artère pulmonaire. Donc toujours la même coupe, hein. Le ventricule gauche est ici et il se jette dans un gros vaisseau qui a l'air de faire une crosse et qui n'a pas l'air de se diviser. Donc a priori c'est plutôt une aorte. Le ventricule droit, lui ici, se jette dans un vaisseau qui se bifurque, donc c'est plutôt une artère pulmonaire. Donc a priori là on est devant une concordance, une bonne concordance ventriculo-artérielle. Donc voilà, rien qu'avec l'incidence sous-costale, on a réussi à faire une analyse segmentaire complète du cœur. Les incidences parasternales, c'est des incidences qui sont classiques chez l'adulte que vous connaissez sans doute bien, qui nous permettent notamment de déterminer la fonction cardiaque. Donc on a une parasternale grand axe avec le ventricule gauche ici, l'oreillette gauche ici, le ventricule gauche, l'aorte. Cette incidence, c'est l'incidence de choix pour faire une étude de la fonction du ventricule gauche grâce au mode TM, qui permettent de calculer un diamètre télédiastolique et un diamètre télésystolique, et du coup d'en déduire la fraction d'éjection et la fraction de raccourcissement du ventricule gauche. Elle permet également d'analyser l'appareil mitral et sous-valvulaire mitral, mais également la valve aortique et toute la zone sous-valvulaire aortique. Donc s'assurer qu'il n'y ait pas une fuite de la valve aortique, une fuite de la valve mitrale, qu'il n'y ait pas d'obstruction au niveau de ces deux valves. Bon. Alors, ensuite on passe, donc vous savez, la parasternale grand axe, le curseur est orienté, donc c'est le deuxième espace intercostal gauche, le curseur est orienté vers l'épaule droite, et en faisant juste une rotation de 90 degrés, c'est-à-dire que le curseur, on va l'orienter vers l'épaule gauche, on va tomber sur la coupe, l'incidence parasternale petit axe, qui est centrée sur la valve aortique. Donc, ça va nous permettre de dérouler l'ensemble des cavités droites. Alors, on a l'oreillette gauche avec le septum atrial, mais surtout on a l'oreillette droite, la valve tricuspide, le ventricule droit avec l'infundibulum et l'artère pulmonaire qui va se diviser en deux branches. Donc c'est une super coupe pour analyser toute la voie droite. Donc voilà ce que ça donne en dynamique. Oreillette gauche, oreillette droite, ventricule droit, on ne voit pas la valve tricuspide s'ouvrir, et puis on va avoir le début de l'artère pulmonaire. En couleur, l'artère pulmonaire, on la visualise mieux, on voit qu'elle se divise en deux branches, l'artère pulmonaire droite ici, l'artère pulmonaire gauche ici. L'incidence apicale 4 cavités s'obtient en positionnant la sonde, curseur toujours orienté de la même façon qu'en petit axe, mais la sonde vraiment à la pointe du cœur, donc sur la ligne médio-axillaire, normalement sous le mamelon. Alors chez l'enfant, souvent on est obligé de remonter un petit peu, enfin la position du cœur est un peu plus variable et on est obligé de chercher un petit peu pour avoir une belle coupe apicale 4 cavités qui permet, comme son nom l'indique, de dégager les 4 cavités. Oreillette gauche ici, oreillette droite là, ventricule gauche, ventricule droit. Donc on voit clairement la valve mitrale, la valve tricuspide. Les anglo-saxons ils vont inverser l'image, toujours pour se mettre en position anatomique. C'est-à-dire que la pointe du cœur sera en bas et la gauche, la droite. Ça permet une analyse précise de la jonction atrio-ventriculaire, la croix du cœur, donc c'est toute la zone des valves atrio-ventriculaires, c'est-à-dire les valves mitrales et les valves tricuspides. Et comme tout à l'heure, on remarque que la valve tricuspide a une insertion plus apicale,
donc plus vers la pointe, que la valve mitrale. Donc on est bien avec une concordance atrio-ventriculaire, oreillette gauche, ventricule gauche, oreillette droite, ventricule droit. Le ventricule, il est caractérisé par la valve atrio-ventriculaire, sa valve atrio-ventriculaire, mais il y a d'autres caractéristiques qui vont nous permettre de dire qu'il s'agit d'un ventricule gauche ou d'un ventricule droit. Le ventricule gauche, il est lisse normalement. Le septum ventriculaire du côté gauche est complètement lisse, il n'y a pas d'attache de l'appareil sous-valvulaire de la VAV. Le ventricule droit, lui, il va être plus trabéculé avec des attaches possibles sur le septum ventriculaire. Donc ça, c'est théorique. Après, vous verrez que dans les cœurs univentriculaires notamment, ça peut être parfois difficile de distinguer la morphologie d'un ventricule gauche ou d'un ventricule droit. Tout simplement parce que le cœur accueillant l'ensemble du volume, un ventricule droit peut avoir un aspect un peu plus lisse parce que les trabéculations sont repoussées, ou à l'inverse, un ventricule gauche peut avoir un aspect trabéculé. L'incidence suprasternale, elle est extrêmement importante en cardiopédiatrie puisqu'elle va nous permettre d'analyser toute l'aorte dans sa portion, l'aorte thoracique, dans sa portion ascendante, la crosse de l'aorte avec les troncs supraaortiques et l'aorte descendante. Elle permet également, alors ça c'est en couleur, on voit le flux couleur qui descend bien, hein. Je vous rappelle le code couleur lorsque la sonde est ici, le bleu s'éloigne de la sonde, donc on a bien un flux qui descend, alors que le rouge monte vers la sonde. Cette incidence, lorsqu'on balaye un petit peu la sonde, elle permet aussi d'analyser tout le système veineux cave sup, donc la veine cave supérieure, le TVI, parfois une deuxième veine cave supérieure gauche, et elle permet aussi d'analyser un petit peu les retours veineux pulmonaires. On peut, grâce à cette incidence, bien visualiser les deux branches de l'artère pulmonaire, donc ici la branche droite et ici la branche gauche, et je vous en ai parlé. Elle permet chez le petit, le nouveau-né et le nourrisson, mais parfois chez l'enfant un petit peu plus grand, de bien visualiser l'abouchement des veines pulmonaires dans l'oreillette gauche. Donc c'est cette coupe-ci que l'on obtient, voilà, en ayant l'aorte en coupe ici, l'artère pulmonaire droite qui va passer en dessous, et on se retrouve avec le massif atrial gauche juste en dessous. Et chez le petit, donc on a l'oreillette gauche ici, l'oreillette gauche ici, et quand on met de la couleur, on va avoir 4 veines pulmonaires qui doivent se jeter dedans. Veine pulmonaire inférieure droite, veine pulmonaire inférieure gauche, la supérieure gauche, la supérieure droite. Alors je vous le remets en dynamique. Ah mince, pardon. Hop. Voilà, donc il y a deux flux rouges qui vont monter. Ce sont les veines pulmonaires inférieures. Et on voit un flux bleu qui descend, on ne voit pas tout à fait la veine pulmonaire supérieure droite. Donc ça c'est une incidence qui est extrêmement importante, parce qu'on, notamment chez le nouveau-né, lorsqu'on se pose la question d'un retour veineux pulmonaire anormal total ou partiel, il n'y a que cette coupe-là qui permet d'affirmer que l'ensemble des veines pulmonaires arrivent bien dans le massif atrial gauche. Donc c'est la même chose, Il y a un petit piège échographique qu'il vous faut connaître sur l'incidence sous-costale. Donc, on devine ici la veine cave inférieure qui se jette dans l'oreillette droite. Et on voit ce flux ici, là, qui remonte, rouge, et qui va redescendre ici en bleu. On ne voit pas trop où il jette. Vous savez ce que c'est ? Donc, je le remonte, ce petit flux rouge qui monte, et qui redescend ici. Donc vraiment quasiment au contact là, de la veine cave inférieure. Non, c'est la veine pulmonaire inférieure droite. Hop. Et qui vient ici après se jeter dans l'oreillette gauche, mais souvent on ne voit pas son abouchement dans l'oreillette gauche. Mais cette image, vous l'avez de façon normale, il ne faut pas vous étonner, c'est vraiment la veine pulmonaire inférieure droite. Ici. Alors, l'étude Doppler, elle est très importante. Voilà. Elle est très importante pour analyser la fonction des valves, que ce soit les valves ventriculo-artérielles, la valve aorticulaire pulmonaire, les valves
atrioventriculaire, la valve tricuspide ou la valve mitrale, mais également les flux veineux, le flux veineux systémique et le flux veineux pulmonaire. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour des techniques échographiques chez les enfants, mais également chez l'adulte. Alors, quelles vont être les caractéristiques de l'échographie préopératoire, per- et post-opératoire? Donc, l'échographie préopératoire, elle permet soit d'affirmer, soit de confirmer un diagnostic parce qu'elle va préciser l'anatomie de la cardiopathie. C'est l'élément clé de la stratégie chirurgicale. Il permet au chirurgien de savoir dans quoi il va se lancer. Et bien évidemment, ça nous permet d'établir la stratégie médicale, anesthésique et réanimatoire. Elle permet une évaluation de l'hémodynamique préopératoire en quantifiant les shunts, donc en attestant de leur qualité, et en mesurant la fonction VG, mais également VD biventriculaire. Donc c'est une aide importante pour la prise en charge médicale préopératoire. Elle permet elle influe dans la prise de décision de mise sous inotrope, de mise sous prostine, et parfois même pour avancer une chirurgie si ça s'avère nécessaire. Donc, c'est marrant, là, ça marche. L'échographie préopératoire pour l'hémodynamique, pour la mesure, enfin l'analyse de l'hémodynamique. Donc ici, il y a plusieurs exemples qui permettent d'évaluer le caractère ductodépendant d'une cardiopathie. Donc, les incidences suprasternales permettent de bien visualiser le canal artériel. Ici, on est dans une espèce de coupe petite axe modifiée mais très haute, donc suprasternale avec la racine aortique ici, l'artère pulmonaire, on va avoir la branche droite qui part, qui fait communiquer l'artère pulmonaire et l'aorte dans ce contexte de coarctation, et on voit que ce canal, il chante droite-gauche, donc c'est un canal qui est systémique et qui permet la vascularisation du territoire sous-ductal. Là, c'est un autre exemple avec une abso, une atrésie pulmonaire avec CIV, et cette incidence suprasternale qui permet de dérouler parfaitement la crosse de l'aorte nous permet aussi de visualiser ce canal artériel là qui est très chantourné, très sinueux dans les typiques des absos, et qui est indispensable à la survie du patient. Donc ce sont des cardiopathies ductodépendantes, et l'échographie a tout son intérêt pour, d'une part, confirmer que le canal est bien ouvert ou bien qu'il est en voie de fermeture, et poser l'indication de prostine. L'écho, elle a toute son importance lorsque vous avez un Rashkin à effectuer. Vous savez, hein, cette manœuvre où on va passer un cathéter via la veine cave inférieure dans l'oreillette droite puis dans l'oreillette gauche. On va gonfler un ballonnet et tirer très fort sur le ballonnet pour élargir la communication interatriale ou le FOP, afin de permettre un bon mixing. Voilà, là ça va venir, c'est cassé. Un bon mixing atrial. Et bien l'échographie, elle nous permet, en la réalisant avant et après le geste, et pendant le geste, d'une part de visualiser qu'on est bien en place pendant le geste. Donc le ballon ici, il est gonflé dans l'oreillette gauche et mis en tension contre le septum atrial, et hop, avec un petit coup sec, il est passé. On vérifie grâce à l'échographie que le ballon n'est pas gonflé dans une veine pulmonaire, dans la mitrale, dans l'auricule, pour ne pas tout emporter sur son passage. Et puis surtout, on voit la différence avant-après. Avant, on a un petit shunt qui est restrictif, et après, normalement, le shunt est beaucoup plus large. On a une manœuvre de Rashkin qui a été efficace. On va évaluer la qualité du ventricule gauche grâce à l'échographie préopératoire. Ici, on a un enfant de 5 ans qui avait une CIV large avec une dilatation très importante des cavités gauches, et on voit que la fonction ventriculaire gauche, elle n'est quand même pas optimale en préopératoire, ce qui explique qu'en post-opératoire, cet enfant s'est retrouvé sous assistance parce qu'il avait une défaillance ventriculaire gauche majeure, et l'échographie préopératoire a permis d'anticiper le fait qu'il aurait sans doute besoin d'une assistance post-opératoire. L'échographie préopératoire sert aussi à évaluer la qualité du VD, notamment lorsqu'on a des obstacles du cœur droit, tétralogie de Fallot, mais également lorsqu'on a un VD systémique dans le cadre des cardiopathies
univentriculaires ou bien dans les transpositions des gros vaisseaux qui ont été corrigés à l'étage atrial. Lorsqu'on a une hypoplasie du ventricule gauche, transposition des gros vaisseaux. Donc l'étude du VD est extrêmement importante et il y a plusieurs façons d'évaluer cette fonction VD, mais la meilleure d'entre toutes, celle qui est la plus validée, c'est la mesure de la fraction de raccourcissement de la surface du ventricule droit. Donc par une coupe apicale cavité, on va essayer de bien dégager le ventricule droit, qu'on voit bien l'ensemble de l'endocarde, et on va mesurer la différence de la surface de la cavité entre la diastole et la systole. Surface diastolique moins surface systolique sur surface diastolique, ça nous donne une fraction de raccourcissement, et normalement, à droite, elle est toujours supérieure à 35%. À gauche, elle est beaucoup plus importante, mais à droite, elle est supérieure à 35%. Dès lors qu'elle est inférieure, on peut dire qu'on a une dysfonction VD. Alors il y a d'autres moyens d'évaluer la fonction ventriculaire droite, notamment la fonction longitudinale. C'est la mesure du TAPS. Alors le TAPS, c'est la mesure du déplacement de l'anneau tricuspidien en systole. Donc en systole, l'anneau tricuspidien va remonter. Donc on fait une coupe TM, on met le curseur au niveau de l'anneau tricuspide. Donc on est en coupe, on ne la voit pas, mais on est en coupe apicale 4 cavités. Il y aurait le ventricule gauche par là, le ventricule droit là. Là, c'est la valve tricuspide. Et on vient placer le curseur exactement au niveau de l'anneau tricuspide. Et puis on va voir sa mobilité en fonction de la systole et la diastole. Donc ici, on est en diastole, là on est en systole, l'anneau est remonté. Et on va mesurer la différence, enfin la distance qui sépare l'anneau en diastole et l'anneau en systole. Donc ici, on a un TAPS qui mesure 20 mm. Alors, la grande question, c'est de se dire, ouais, mais c'est pas validé chez l'enfant, c'est complètement faux. Il y a des ABAC qui existent chez l'enfant en fonction de l'âge. Et ce qu'on voit, c'est que le TAPS, il va augmenter progressivement en fonction de l'âge chez l'enfant. Donc ça, c'est un bon marqueur de la fonction longitudinale. Le problème, ce qui n'est pas validé, c'est le TAPS dans les cardiopathies congénitales. Évidemment, le TAPS d'une thyroïde phallo, il ne sera pas le même que celle d'un cœur normal. Donc ça, malheureusement, il n'y a pas d'ABAC fiable. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il est intéressant de mesurer ces paramètres-là en préopératoire et en post-opératoire pour voir la différence. Et surtout, ça va être le suivi longitudinal dans la période post-opératoire qui va nous permettre d'évaluer de façon prospective la fonction ventriculaire droite. Voilà l'évolution du TAPS en fonction du temps chez l'enfant. Donc on voit que le TAPS, c'est en centimètres, donc en millimètres, ça fait, on est à moins de 10 mm chez un nouveau-né. Et puis, on va arriver à l'âge adulte à plus de 25 mm de façon normale. Évidemment, il y a des écarts types, mais si chez un enfant de 15 ans, vous avez un TAPS à 10 mm, c'est qu'il y a quand même un petit souci au niveau de la fonction ventriculaire droite. Un autre moyen d'évaluer la fonction ventriculaire globale droite, c'est l'index de performance myocardique, où eh bien, il faut faire un flux Doppler sur la valve tricuspide et sur la valve pulmonaire. Et voilà, c'est des valeurs qu'en pratique nous n'utilisons vraiment pas en cardio congénital. C'est un peu utilisé chez l'adulte, mais c'est pas forcément facile à faire. Donc vous l'avez ici, c'est pas compliqué à comprendre, mais on l'utilise pas en pratique. En revanche, ce qu'on utilise beaucoup plus, c'est le Doppler tissulaire à l'anneau tricuspide, donc sur le côté latéral de l'anneau tricuspide, qui permet d'obtenir, vous savez, l'onde S'. Donc l'onde S', c'est le reflet de la fonction systolique du ventricule droit. Et là encore, il existe des ABAC en fonction de l'âge. Et la valeur de l'onde S', elle augmente progressivement. Alors, la différence est un peu moins flagrante, ce qui fait qu'on peut dire que quand on a une onde S' inférieure à 11 ou 12 cm par seconde, la fraction d'éjection ventriculaire droite, elle est altérée. À l'inverse, une onde S' au-delà de 15 cm par seconde, on a une bonne fonction ventriculaire droite. Ok. Le seul inconvénient de ce paramètre-là, qui est facile à réaliser, donc comment est-ce qu'on le fait? On se met toujours en 4 cavités, on va se mettre au niveau de l'anneau tricuspidien, pas sur le côté septal mais sur le côté latéral, et on va en Doppler pulsé se mettre précisément à ce niveau-là et passer en fonction Doppler tissulaire. Donc on obtient cette courbe-là qui correspond à
à la mobilité, à la mobilité de l'anneau tricuspidien et on mesure la valeur de l'onde d'Esprim ici. Je vous l'ai dit que l'inconvénient, c'est que ça dépendait de la post-charge du ventricule droit. Enfin, la valeur est variable en fonction de la post-charge du ventricule droit. Il y a d'autres méthodes qui existent, je vous en parle, mais en pratique courante, enfin, je ne sais pas qui le fait. C'est l'analyse du strain du ventricule droit, donc c'est l'analyse de la déformation, mais beaucoup plus précise, qui semble hyper intéressante, parce que c'est reproductible et que vraisemblablement ce sont des... quand on a un strain anormal, c'est un marqueur assez précoce d'une dysfonction ventriculaire droite. Le seul problème, c'est qu'à droite, l'endocarde est rarement visualisé dans son ensemble. Donc on va avoir des valeurs partielles, c'est assez difficile à réaliser en pratique. Il y a bien évidemment des méthodes d'échographie 3D qui vont permettre de façon automatisée d'obtenir une fraction d'éjection, une fraction de raccourcissement du ventricule droit. Mais c'est soumis au même problème, c'est-à-dire que visualiser l'ensemble du ventricule droit sur une seule coupe, c'est extrêmement difficile. Donc, et d'autant plus lorsque les ventricules droits sont dilatés, comme dans les tétralogies de Fallot, dans les obstacles du droit qui ont été opérés avec fuite pulmonaire. Donc ça, ce sont des choses qui sont faites en recherche clinique, mais en pratique, je connais personne qui le fasse, ou qui s'en servent réellement. Peut-être vous, mais... Alors, donc on a dit diagnostic précis fait en préopératoire, et ce qu'il faut jamais oublier, c'est qu'un arbre peut cacher la forêt, et qu'il faut toujours rechercher des lésions associées. Donc là, on a le cas d'un enfant de 10 ans, qui a une CIA large de 35 mm, donc on est en vue sous-costale, les deux oreillettes vue sous-costale, les deux oreillettes droite, gauche, et on voit ici ce large défect du septum atrial qui va être responsable d'une augmentation de la volémie des cavités droite, puisque le shunt il va se faire de la gauche vers la droite, dilatation majeure du ventricule droit et de l'oreillette droite. Voilà, on voit le shunt en couleur ici, là. Voilà. Hop là. Et en fait, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que on peut être parfois, l'œil est attiré parce qu'on voit un énorme défect et on se dit, bah voilà, c'est de ça dont souffre le patient. Et en fait, ce patient, lorsqu'on a revu les échographies après l'intervention, parce qu'évidemment ça s'est pas passé comme on voulait, eh bien, il avait en plus une sténose de la valve mitrale est ici, on voit que c'est une sténose et une fuite, et celui qui avait fait l'échographie n'avait pas vu parce qu'il était trop attiré par la CIA, et en fait ce patient, en post-opératoire il n'a pas été bien puisqu'on a fermé la CIA, il s'est retrouvé avec une sténose majeure de la valve mitrale, donc c'était une réanimation qui était difficile, il a fallu le réopérer 48 heures après parce que cette sténose mitrale n'avait pas été vue en préopératoire. Donc l'idée c'est de se dire, c'est pas parce qu'on voit une lésion qu'il n'y en a pas d'autres, il faut vraiment faire un diagnostic le plus exhaustif possible pour ne pas passer à côté de choses comme ça. Donc en préopératoire on recherche systématiquement un shunt gauche-droite. Alors c'est important parce que, vous le savez, lorsqu'on part en CEC, pour une chirurgie à cœur battant, notamment par exemple les revalvations pulmonaires dans les Fallot ou autres, eh bien ça peut être compromis s'il existe un shunt atrial. Et puis parce que ce shunt gauche-droite peut gêner le geste chirurgical sous CEC parce qu'il va augmenter le retour dans les veines pulmonaires. Et donc le chirurgien peut se retrouver un peu noyé pendant la chirurgie. La vérification de dernière minute, elle est rarement inutile, c'est-à-dire que si même il y a un enfant qui avait été suivi en consultation plein de fois avec un diagnostic qui semble précis, eh bien, il ne faut pas hésiter à refaire une échographie la veille ou le jour de l'intervention pour s'assurer qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit passé à l'as. L'enfant part au bloc opératoire et l'échographie péropératoire, elle est essentielle. Donc, parce qu'elle va permettre de vérifier que, d'une part, la réparation est correctement effectuée, que d'autre part, la fonction est suffisamment bonne pour qu'on puisse sevrer complètement la CEC, puis qu'il n'y ait pas de gag.
c'est impératif, déterminer la stratégie de l'échographie péropératoire avant, savoir si on va mettre une ETO, parce que l'ETO va être mise en début d'intervention au moment de l'intubation. Et il est hors de question d'aller mettre une ETO alors que le patient est sous les champs et de commencer à trifouiller et faire n'importe quoi. Donc l'ETO, lorsqu'elle est décidée avant, elle va être mise au moment de la préparation anesthésique. Et si l'ETO n'est pas possible, il faut être prêt à faire une échographie épicardique si besoin. Ça nécessite une certaine préparation parce que il va falloir que le technicien s'habille en stérile et que l'appareil échographique, enfin la sonde, soit dans une housse de protection stérile et que l'appareil soit disponible. L'ETO permet également une dernière vérification avant le geste chirurgical. C'est d'autant plus important lorsque les patients sont peu échogènes avant l'intervention. L'ETO permet d'analyser une fois la CEC en cours d'arrêt ou posée, d'évaluer la qualité de la réparation, d'évaluer les fonctions des deux ventricules et puis le remplissage. Donc ça, c'était une étude qui date un petit peu, mais qui montrait que, donc, dans le cadre des cardiopathies congénitales, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, parce que ça allait de 2 jours à 85 ans, il y avait des patients, dans 13,8% des cas, l'ETO avait un impact majeur pendant la chirurgie. En pratique, ça veut dire qu'on repart en CEC pour recommencer la réparation, ou bien on sèvre la CEC de façon beaucoup plus lente pour permettre au ventricule d'assurer la charge. Donc c'est pas négligeable, dans 13,8% des cas, l'ETO a un vrai impact sur la chirurgie. Bon, ça c'est la même étude. C'est une autre étude, ça encore, ouais. Alors, l'ETO péropératoire, il faut bien évidemment tenir compte de la taille du patient et il y a plein de dispositifs, plein de sondes différentes qui existent pour réaliser des ETO, y compris chez les nouveau-nés. Hein, ça, c'est une sonde de Philips qui permet d'avoir une imagerie de bonne qualité, y compris chez le nouveau-né, pour pouvoir évaluer la réparation chirurgicale. Donc, ça, c'est une étude qui date un petit peu, qui a 4 ans, et qui montrait qu'à partir de 3 kg, la sonde mini-multi là, de chez Philips, c'est principalement eux, permet d'avoir une bonne efficacité, une bonne image échographique à partir de 3 kg. Parfois, notamment chez les prématurés ou lorsqu'il y a des problèmes œsophagiens, l'échographie transœsophagienne n'est pas possible, et dans ce cas-là, il faut savoir faire une échographie épicardique. Donc je vous l'ai dit, hein, l'opérateur doit être, le technicien, enfin l'échographiste doit être habillé en stérile, tout le matériel doit être prêt, adapté, et en fait on vient poser la sonde d'échographie directement sur le cœur du patient, et ça nous permet de visualiser les structures intracardiaques. Ici, ça c'est les Américains, ils ont fait un truc automatisé avec un robot pour que l'échographiste ait le moins possible à manipuler sur le cœur du patient. Donc évidemment, ça nécessite de faire attention, de ne pas virer les canules avec un mauvais geste, mais c'est quelque chose qui est fait de façon assez courante. Lorsque vous ne pouvez pas, faire d'échographie. Donc les indications, ça c'était une étude qui était assez intéressante, qui montrait dans combien de pourcentage des cas les chirurgiens, donc c'est sur 1100 patients, dans un peu plus, avec 95 ici, dans combien de pourcentage des cas, dans quelle proportion le chirurgien allait repartir en CEC pour modifier sa chirurgie. Avec l'échographie transœsophagienne seule, c'était dans 10% des cas à peu près. Avec l'écho épicardique seul, c'était dans 5% des cas. Et voilà, quand il avait un doute, il faisait écho transœsophagienne plus épicardique, et dans 21% des cas, il va repartir en CEC pour modifier la réparation, parce qu'elle n'est pas satisfaisante. Donc vous voyez, hein, c'est pas anecdotique, l'échographie péropératoire, il faut vraiment savoir la faire. Elle est indispensable. Alors, ça c'est des images d'échographie péropératoire. Ici on a une écho épicardique, donc vous voyez que la qualité elle est pas mauvaise, et c'est un CAV complet avec des fuites qui restent assez importantes. Ici on a des ETO,
Donc une ETO qui permet, toujours un CAV, de voir que les fuites avant et logiquement après, on voit que la fuite mitrale elle est moindre et la fuite tricuspide aussi. Donc a priori il s'agit plutôt d'un bon résultat. Un autre exemple d'échographie péropératoire, dans le cas d'un enfant qui avait une membrane sous-aortique, donc la valve aortique est là, et on voit clairement qu'il y a une petite membrane ici, là, avant la valve aortique, et qui est obstructive, et que le chirurgien va devoir resséquer. Alors on ne la voit pas, mais on voit en tout cas que la valve mitrale, elle est parfaitement continente et qu'elle n'est pas fuyante. Donc le chirurgien fait l'exérèse de la membrane sous-aortique et l'ETO immédiate montre ça. Donc ici c'est le ventricule gauche, là c'est l'oreillette gauche, et on voit qu'il y a une fuite mitrale plus que modérée, enfin modéré fort, qui est visualisée. Donc là le chirurgien a dit non mais c'est pas moi, j'ai rien fait. Donc là il y a une petite échographie 3D qui est faite en péropératoire. On a le feuillet antérieur de la valve mitrale et on voit clairement ici un petit trou qui a été fait pendant l'intervention. C'est vraisemblablement un petit coup de bistouri qui est passé à l'as. Parce que la membrane sous-aortique s'insère très près de la valve mitrale et parfois c'est pas évident de ne pas léser la valve mitrale lorsqu'on retire une membrane sous-aortique. Résultat, il faut repartir en CEC, mais après discussion, et pour un résultat qui, cette fois, est correct. Il y a une petite insuffisance mitrale centrale, mais qui est due à un petit défaut de coaptation qui va passer avec le remodelage du ventricule gauche. Donc vous voyez l'intérêt de l'échographie transœsophagienne péropératoire pour un truc qui était relativement simple, des exérèses de membrane sous-aortique. On n'aurait pas fait le TO, il serait revenu en réa avec une fuite mitrale qui était importante. L'échographie post-opératoire, alors ça c'est plus difficile pour plein de raisons. L'accessibilité du patient, vous connaissez ça par cœur, mais avec tous les pouces-seringues, toutes les canules qui sortent de partout, il est parfois difficile de se frayer un petit chemin pour venir faire l'échographie. Parfois les patients sortent thorax ouvert, donc comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met la sonde ici en plein milieu du thorax? Est-ce qu'on peut appuyer beaucoup ou pas? Il y a des pansements de sternotomie qui peuvent complètement boucher la visibilité au niveau du sternum. Et puis la ventilation, lorsqu'elle est importante, agresser l'espace aérique devant le cœur et qui va diminuer considérablement l'échogénicité du patient. Elle nous permet encore une fois de s'assurer de la bonne qualité de la réparation chirurgicale, de s'assurer qu'il n'y ait pas de lésions résiduelles, notamment de chintes résiduelles, je pense à des CIV résiduelles, qui, lorsqu'elles sont trop importantes, vont considérablement compliquer la réanimation. Elle nous permet une évaluation hémodynamique des fonctions biventriculaires, de la volémie, des pressions pulmonaires, du rapport QPQS, et puis bien évidemment s'assurer qu'il n'y ait pas d'épanchement péricardique, mais également pleural. La fonction VG, on peut faire un TM grâce à la coupe parasterne à la grande axe. Le seul petit problème, c'est que le plus souvent, après une CEC, il y a un septum paradoxal et la mesure TM, elle n'est pas valide. Donc il y a d'autres possibilités. Voilà. Il y a d'autres possibilités, c'est notamment la mesure de la fraction d'éjection par la méthode de Simpson. Donc vous la connaissez, la méthode de Simpson. Il faut bien sûr bien visualiser l'ensemble de l'endocarde et on va estimer le volume en diastole, le volume en systole, toujours la même formule, volume diastolique moins systolique sur volume diastolique, et ça donne une fraction d'éjection. Et ça c'est fiable, quand bien même il y a un septum qui a une cinétique anormale, je ne sais pas, une akinésie parce qu'il y a eu une petite ischémie, parce qu'il y a une interaction VDVG, parce qu'il y a un septum paradoxal lié à la CEC, et la fraction d'éjection va être, par la méthode de Simpson, va être relativement fiable. Dans les études, ce qu'il y a de plus fiable, c'est l'estimation visuelle. À partir du moment où l'échographiste est un petit peu expérimenté, il va pouvoir vous dire à 10% près, à moins de 10% près, la fraction d'éjection est autour de 50%. Et c'est beaucoup plus fiable que toutes les autres mesures. Parce qu'il y a une telle variation
intra- et interindividuel dans les autres mesures que l'estimation visuelle, c'est ce qui marche le mieux. Mais il faut un petit peu d'expérience. L'échographie post-opératoire, évidemment, va permettre d'analyser la cinétique segmentaire et on va essayer de dérouler l'ensemble des territoires coronaires pour s'assurer de la bonne kinésie, de la bonne cinétique de l'ensemble du myocarde. On voit ici par exemple une très grande hypokinésie septale, mais pas que septale, hein, un petit peu inférieure aussi. Le strain, toujours, est-ce qu'il a un intérêt? Alors, cette fois-ci sur le ventricule gauche. Le ventricule gauche est plus accessible au strain parce qu'on peut plus le voir dans son ensemble. Eh bien, chez l'adulte, il a été montré en post-opératoire, après chirurgie cardiaque, que le strain était quand même relativement valide et que c'était une bonne appréciation de la fonction ventriculaire gauche globale. Là, ici, on a les valeurs de strain qui correspondent à une fraction d'éjection qui est altérée et une fraction d'éjection qui est conservée. Chez l'enfant, pardon, ça c'est toujours chez l'adulte. Chez l'enfant, nous on s'était intéressé dans le service à évaluer la valeur du strain après une chirurgie cardiaque et en fait on s'est rendu compte que la faisabilité a été excellente, la reproductibilité, donc la variation inter-observateur, elle est très bonne et que c'est quand même un bon marqueur de la fonction myocardique post-opératoire. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on avait divisé les enfants en 3 groupes en fonction de la durée de CEC, moins de 30 minutes, 30 à 80 minutes et plus de 80 minutes. Et évidemment, on remarquait que pour les CEC les plus longues, plus de 80 minutes, on voyait que le strain post-opératoire était considérablement altéré. Donc c'est l'impact de la CEC sur la fonction myocardique et que de façon spontanée, il allait récupérer, mais après 3-4 jours de vie. Donc, pour l'instant, ce n'est pas fait en pratique courante, mais vraisemblablement, le strain sera intéressant dans l'avenir pour détecter des dysfonctions post-opératoires précoces et être proactif, prévoir une éventuelle défaillance quelques heures ou à distance de la fin de l'intervention. En post-opératoire, il faut s'attacher à estimer la volémie. Donc la volémie, elle peut être estimée en mode bidimensionnel. On regarde globalement comment sont remplies les cavités. C'est pas très fiable ça. Le mode TM, ça permet de voir s'il y a une hyperkinésie, une tachycardie qui serait révélateur d'une hypovolémie. Un peu plus fiable, ce sont les flux Doppler transmitraux et transaortiques. Donc là, on s'est aligné sur la valve mitrale, on a fait un flux en Doppler continu et on remarque qu'il y a une variabilité en fonction de la respiration, ce qui signe l'hypovolémie. En fonction du retour veineux, donc de la précharge en fait, la respiration va plus ou moins bloquer la précharge de l'oreillette droite, le retour cave inférieur, et ça va avoir un impact sur le flux transmitral et sur le flux transaortique, donc sur le débit cardiaque. Donc là, on imagine qu'en améliorant la précharge, en améliorant la volémie, eh bien on ne va plus avoir cette variabilité des flux transmitraux et transaortiques. La variabilité de ces flux, on peut la voir sur le scope avec la variation de l'onde de pouls. Vous savez, si vous avez une pression artérielle sanglante, on voit l'onde de pouls le pic de l'onde de la pression artérielle qui va changer en fonction de la respiration. Ici, donc un flux transmitral, le patient est normovolémique, il n'y a pas de grande variabilité. Oui. Oui, c'est valable même à thorax ouvert, ouais. Bien sûr. Ouais. Après, il y a d'autres choses qui vont jouer. On peut avoir une variabilité des flux parce qu'on a une compression pulmonaire. Enfin, la volémie est bien, voilà. Il faut remettre dans le contexte, mais c'est relativement fiable quand même. Ouais. Surtout le flux transaortique. Le flux transaortique, ça va être le reflet du débit cardiaque. Et si le débit varie en fonction de la respiration, c'est qu'a priori, il y a un petit problème de volémie. Donc, un patient normovolémique, son flux transmitral est comme ça, et un patient hypovolémique avec une inversion du rapport E sur A, l'onde
A est plus importante que l'onde E, il y a une variabilité, le patient n'est pas assez rempli. La même chose sur le flux veineux pulmonaire, mais ça on le fait un petit peu moins pour estimer la volémie. Le diamètre de la veine cave inférieure, souvent c'est ce qui est mesuré, mais finalement, enfin moi je ne l'utilise pas beaucoup, tout simplement parce que, donc ça a été mesuré, mais tout simplement parce qu'en fonction de l'état intubé ou non intubé, le diamètre il ne va pas être le même. Lorsqu'on est en pression positive, a priori, la veine cave inférieure, elle doit être dilatée et elle ne va pas être très respirante. Donc mesurer la variabilité entre inspiration et respiration, ça ne va pas être pertinent chez les patients en post-opératoire qui sont intubés. Donc moi, je m'en sers pas trop. Alors évidemment, si on a une veine cave inférieure complètement plate alors que le patient est intubé, c'est qu'il y a un souci. Mais ça, c'est pas très précis comme estimation, je trouve. On peut estimer, comme ce qui se fait à gauche, vous savez, le rapport E sur E' qui permet d'estimer les pressions de remplissage à gauche, on peut estimer, on peut calculer, mesurer le rapport E sur E' au niveau de la valve tricuspide. Le rapport E sur E', c'est on va faire un flux Doppler au niveau de la valve tricuspide, Doppler pulsé, et on va mesurer le Doppler pulsé pile au niveau de l'ouverture de la valve tricuspide. On a une onde E, une onde A. Donc on prend la valeur de l'onde E, qui est ici de 84 cm par seconde. On va faire un Doppler tissulaire au niveau de l'anneau tricuspidien, comme tout à l'heure pour la mesure de l'onde S', et on va mesurer la valeur de l'onde E', qui est ici de 15 cm par seconde. On fait le rapport entre E et E', ça nous donne le rapport E sur E', et lorsqu'il est supérieur à 6, eh bien, c'est significativement corrélé à une pression dans l'oreillette droite qui est supérieure à 10 mm de mercure. Donc une POD qui est élevée. Donc, deux choses. Ça peut nous indiquer une post-charge du ventricule droit qui est importante, un ventricule droit qui est peu compliant, obstacle du cœur droit, un ventricule droit qui est hypertrophié, mais ça peut aussi nous aider pour estimer la volémie du patient s'il n'y a pas d'anomalie majeure sur le ventricule droit ou à la sortie du ventricule droit. Donc le rapport E sur E' tricuspidien, on peut l'utiliser. L'estimation des pressions pulmonaires, elle est indispensable dans le cas des cardiopathies congénitales, notamment néonatales, où on peut avoir une CEC qui va augmenter les résistances pulmonaires. On peut avoir des crises d'HTAP en post-opératoire. On la mesure, vous le savez, par le fluidité, donc en incidence apicale 4 cavités. Je ne sais pas si j'ai des images. Non. Apicale 4 cavités, on prend le fluidité et la pression pulmonaire systolique est égale à 4 fois la Vmax au carré, vous savez, plus on rajoute la POD. Donc la POD, on l'estime à l'œil, on va dire, en fonction du remplissage que vous avez apprécié auparavant. Par le flux d'insuffisance pulmonaire, s'il y a une insuffisance pulmonaire qui existe, on se met en flux Doppler continu sur le flux d'insuffisance pulmonaire. On peut également estimer la PAPS grâce aux deux valeurs, la PAP moyenne, la PAP diastolique. S'il existe une CIV résiduelle, on peut s'aligner sur la CIV, donc se mettre le plus dans l'axe possible, et estimer la PAPS, puisque la différence de pression estimée par la CIV, donc entre le ventricule gauche et le ventricule droit, va nous permettre d'estimer la PAPS si on considère que la PAPS est égale à la PVDS, donc s'il n'y a pas d'obstacle à l'éjection du ventricule droit. Comme on connaît la pression artérielle systolique, la PAPS ou la PVDS va être égale à la pression artérielle systolique mesurée au brassard ou de façon optimale en pression sanglante, moins la différence de pression qu'on observe entre ventricule gauche et ventricule droit. Moins un gradient de pression. C'est bon, ça vous parle ça, hein? Ok. Et puis on peut estimer les pressions pulmonaires par l'analyse de la cinétique septale. Normalement, le septum, il bombe de la gauche vers la droite, du ventricule gauche vers le ventricule droit. Lorsqu'il y a une élévation de la pression pulmonaire, eh bien, le septum il va soit s'aplatir, soit la courbure septale va s'inverser. Lorsque le septum est aplati, on dit qu'on a une pression pulmonaire isosystémique. Lorsqu'elle est inversée, on a une pression pulmonaire suprasystémique. Ça c'est pareil, c'est des trucs à mon avis que vous connaissez.
L'échographie post-opératoire, elle va être indispensable pour bien estimer le rapport QPQS, notamment lorsqu'on a un BLALOC. Donc ça, vous reverrez avec les c'est un petit tube en Gore-Tex, le bloc modifié, c'est un tube en Gore-Tex qui est placé en général entre l'artère sous-clavière droite et l'artère pulmonaire droite, ça peut être à gauche, qui permet dans les cardiopathies ductodépendantes notamment de s'affranchir de la prostine, donc du maintien artificiel du canal artériel par la prostine, et pour attendre une chirurgie ultérieure quelques mois, quelques années après. Donc le sang va venir de l'aorte, dans l'artère sous-clavière, et par le BLALOC, il va venir vasculariser les artères pulmonaires. Donc toute la question, ça va être d'estimer le débit, le rapport débit entre débit systémique et débit pulmonaire. En gros, la quantité de sang qui passe au travers du BLALOC, savoir si elle est comme il faut, pas assez importante ou trop importante. Donc si le sang, il n'y a pas suffisamment de sang qui passe au travers du BLALOC, on est dans une situation d'hypodébit pulmonaire. Si il y a trop de sang à passer par le BLALOC, on sera dans une situation d'hyperdébit pulmonaire. Alors la clinique va nous aider, mais l'échographie va être essentielle. Donc QP, lorsque le QP sera supérieur au QS, on sera en hyperdébit pulmonaire, et le corollaire, c'est qu'on va avoir un hypodébit systémique relatif, parce que tout ce sang qui vient en trop dans les poumons, eh bien, il n'est pas distribué dans la circulation systémique. Lorsque le QP est inférieur au QS, on est en situation d'hypodébit pulmonaire, et du coup, le patient va cyanoser. L'échographie, elle va nous permettre d'évaluer ce rapport des débits en se positionnant à plusieurs endroits. Tout d'abord, au niveau de l'isthme aortique, donc incidence suprasternale, on déroule l'isthme aortique, la crosse aortique, et on vient se placer au niveau de l'isthme, et on va regarder s'il y a un reflux télédiastolique important ou pas. Puisque le BLALOC, il va couler en systole et en diastole. Et ce qu'il faut éviter, c'est qu'en diastole, il y a un reflux trop important, donc il vient de voler du sang de la circulation systémique. Et pour ça, on va se placer en Doppler pulsé pile à ce niveau-là, et on regarde, donc ici on est en systole, et en diastole, on va mesurer la valeur de la vitesse télédiastolique à l'isthme. Normalement, elle doit être, c'est comme pour l'insuffisance aortique, elle doit être inférieure à 0,2 mètres par seconde. On va, en plus de ça, s'aligner au niveau des veines pulmonaires. Donc on a incidence apicale 4 cavités. À l'abouchement des veines pulmonaires, on va faire un Doppler pulsé et on va mesurer la vitesse maximale du retour veineux pulmonaire. Normalement, le retour veineux pulmonaire, il est inférieur à 1 mètre par seconde et il doit être aux alentours de 0,5 mètres par seconde. Donc grâce à ces deux paramètres, on va pouvoir mettre en lumière des situations d'hyperdébit ou d'hypodébit. Donc ici, on a un QP-QS supérieur à 1, donc on a un hyperdébit pulmonaire qui est caractérisé par un reflux télédiastolique à l'isthme qui est trop important. Là, on est à entre 0,3 et 0,4 mètres par seconde. Et puis vous voyez, le flux veineux pulmonaire, il est très accéléré. On a largement plus d'1 mètre par seconde sur les veines pulmonaires. A l'inverse, je ne vous l'ai pas montré, mais en cas d'hypodébit pulmonaire, on aurait quasiment pas de reflux diastolique, et puis une vitesse dans les veines pulmonaires qui serait inférieure à 0,5 mètres par seconde. L'échographie post-opératoire, elle va également nous permettre de contrôler le péricarde, et ça c'est essentiel. Ici un exemple d'épanchement péricardique qui n'est pas significatif, mais parfois on va avoir des prétamponades ou des tamponades, et là encore on va pouvoir le mettre en évidence avec l'analyse des flux transtricuspidiens et des flux transmitraux. Et on voit qu'il y a une variabilité entre inspiration et expiration. Ça c'est dû à une compression, à la compression par le péricarde qui est rempli de liquide. Cette analyse des flux transmitraux et transtricuspidiens, c'est elle qui va affirmer le caractère de prétamponade ou pas. Alors, vous le savez, ça se voit avec le bout paradoxal sur le scope. L'échographie post-opératoire, elle permet également de contrôler la bonne mise en place, le bon fonctionnement et la bonne mise en place des canules lorsqu'on met une assistance. Alors ici, par exemple, c'est une assistance
véno-veineuse. Et la canule, ça te s'en souvient Philippe, la canule visiblement, donc, elle arrive par la veine cave supérieure ici, il y a la veine cave inférieure là, il y a le foie là, l'oreillette droite, et la canule on voit qu'elle est très au contact du foie. Elle vient taper contre le foie en fait, et elle n'était pas bien placée, même si la réinjection se faisait bien en face de la valve tricuspide. La valve tricuspide est là. Donc on était content sur la réinjection, mais la canule, à force de taper sur le foie, elle a créé un hématome sous-hépatique qui était important, et en fait il fallait juste retirer un petit peu la canule. L'enfant allait bien après, mais c'est toujours un peu agaçant de voir ça. Hein. Le contrôle d'une ECMO-véno-veineuse se fait par échographie, tout simplement, je viens de vous le dire, pour s'assurer de la bonne réinjection, de la bonne position de la canule, pour que la réinjection se fasse bien en face de la valve tricuspide, et donc que le sang oxygéné parte vers le ventricule droit et les artères pulmonaires. Ici, ça c'est la réinjection au niveau de la canule véno-veineuse à double courant, et on voit qu'elle se fait bien en face de la valve tricuspide. C'est pas trop vite. Alors, ça c'est un contrôle de Berlinert avec une canule, toujours pareil, on voit la canule ici qui est vraisemblablement un peu trop poussée et qui en fait est venue taper contre, donc la canule a été retirée et en fait elle est venue taper, hop là, c'est agaçant, c'est mieux. Voilà, elle était venue taper complètement contre le septum ventriculaire, elle était venue créer une petite lésion au niveau septum ventriculaire. Donc c'est important dans ces assistances même de longue durée de contrôler en échographie pour s'assurer qu'il n'y ait pas de gag, notamment sur les canules. Voilà, donc j'ai quasiment fini. L'échographie pendant toute la phase périopératoire, elle est essentielle et à tel point qu'elle a fait l'objet de recommandations depuis pas mal de temps déjà. Donc là, c'est, je crois que c'est la Société américaine d'échographie qui a fait des recommandations pour dire que les échographies périopératoires, c'était pas n'importe quoi, qu'il fallait une vraie formation, et eux, ils proposent que les gens qui se forment à l'échographie périopératoire fassent 150 ETT pour se former, supervisé par un échographiste d'expérience, avec au moins 50 échographies réalisées chez des moins de 1 an. Et puis, donc ça c'est vraiment pour l'échographie de débrouillage. Pour l'échographie un peu plus experte, il faut faire 200 ETT, toujours avec 50 chez moins de 1 an. Les Européens sont un petit peu plus drastiques, ils considèrent qu'il faut plutôt faire 2000 ETT au total, pour commencer à avoir une petite expérience, et à mon sens c'est plus ça qu'il faut. Donc l'échographie périopératoire, elle est indispensable pour la chirurgie du cardiopathie congénitale. L'écho-préop, elle permet de faire un diagnostic précis, d'établir la meilleure des stratégies péropératoires et post-opératoires. L'échographie péropératoire, à mon sens, elle est indispensable, c'est une valeur ajoutée majeure, et il faut considérer qu'elle est toujours faisable, soit en ETO, soit par voie épicardique. L'échographie post-opératoire va permettre de guider la réanimation, on l'a vu avec l'exemple du Blalock, mais elle peut, dans le cadre des Norwood, elle aide énormément. Et cette compétence nécessite un apprentissage rigoureux, une bonne collaboration multidisciplinaire entre l'échographiste, qui peut être l'anesthésiste, l'anesthésiste, le chirurgien qui doit croire les images qu'on voit en péropératoire, autrement ça ne sert à rien de faire une ETO. Et voilà, c'est tout. Je vous remercie. Vous avez des questions ? Je vais rattraper. Il y a des questions. Vous avez parlé de choses que la question de la par rapport à l'acide vertébrale, mais aussi vous avez parlé de la question de l'école. Alors, non.